comprends la perception. Quand on est paniqué, quand on a peur, ça fait partie des crises, ça fait partie de l'accompagnement. On connaissait très très bien la formidable équipe qui m'accompagne et la mobilisation de tous ceux au consulat général à l'ambassade. Jamais un franco-israélien ou un Français en Israël n'aurait été abandonné et tout le monde était mobilisé pour faire au mieux. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le consul de France à Tel Aviv, Mathieu Clouvel-Gervaiseau. Bonjour Mathieu. Bonjour monsieur le consul. Bonjour. Bonjour et très heureux d'être avec vous également. Eh bien nous aussi, on vous a sollicité et on va dire d'une certaine manière, vous vouliez aussi répondre aux accusations, aux reproches, on va dire, aux critiques émises ces derniers jours par certains Français, juifs ou non peut-être, qui se sont retrouvés bloqués en Israël durant les 12 jours de guerre et qui se sont plaints, on va dire, de l'absence de soutien de la part du consulat, des services consulaires en général français en Israël. Alors, on a en particulier entendu sur notre antenne le témoignage de Paula Rosenbaum qui affirme n'avoir pas pu compter sur le soutien des services consulaires lorsqu'elle a voulu rentrer en Israël. Je voudrais revenir avec vous sur la manière dont le consulat s'est organisé. À partir du début de la guerre, très concrètement, comment le consulat, quelles sont les directives que le consulat a prises par rapport à la population française, franco-israélienne, mais aussi les touristes français nombreux qui étaient ici et qui se sont retrouvés coincés, bloqués en Israël? Et merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Tout d'abord, rappeler que ce qu'on vient de vivre tous ensemble, c'est quelque chose d'inouï, d'assez incroyable, puisque depuis 1948 et la création de l'État d'Israël, jamais l'aéroport n'avait été fermé plus de quelques heures. Quand nous, on travaillait sur tous les cas de figure, tous nos interlocuteurs israéliens nous disaient mais arrêtez, jamais ça ne se passera, on ne fermera jamais Ben Gourion. Là, on a été sur 2 semaines de fermeture d'un aéroport avec 200 000 Français résidents et plusieurs milliers de Français de passage. Donc quelque chose d'assez fort qui nous a obligés à adapter notre perception et notre façon de travailler ensemble. Nous, déjà une première particularité très française, c'est qu'on a le service public a été le seul qui a été maintenu. Si vous regardez tous les consulats généraux étrangers en Israël, le seul qui a été ouvert pendant les week-ends, et y compris le lundi, juste après le déclenchement de la guerre, c'était le consulat général de France. Et j'en profite pour tenir hommage et rendre hommage à la trentaine de collaborateurs que j'ai ici, ainsi qu'à tous les membres de l'ambassade, jour et nuit, alors qu'on est tous en famille. Certains sont seuls avec des bébés, des enfants. Ils sont toujours venus pour servir, accompagner, rassurer la communauté. 6 d'entre eux ont perdu totalement ou partiellement leur logement, et tout le monde est venu, de Haïfa, d'Ashdod, d'Ashkelon. Chacun a tenu le service public et j'ai toujours pu compter sur eux. La première chose qu'il fallait faire, nous, c'était surtout informer. Dire aux Français de passage, pour eux, une alerte, c'était paniquant, comme parfois pour nous, certaines nuits, leur expliquer où sont les abris, comment est-ce qu'on y va, quels sont les délais, quels sont les temps de réponse, comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on se préserve. Ça, c'était les premières minutes, les premières heures. Il fallait s'assurer que chacun dans notre communauté, plus évident pour les Français résidents, plus difficile pour les Français de passage, qu'on suivait bien les consignes des autorités israéliennes et qu'on courait aux abris ou qu'on ait son abri pour ceux d'entre nous qui avaient la chance d'en avoir un à son domicile. Après, il y avait un peu, j'ai envie de dire, de public. Pour les Français résidents, contrairement au mois d'octobre-novembre 2023, où beaucoup étaient partis, près de 15 000, là, il n'y a pas eu ce mouvement-là chez la plupart. Ceux qui souhaitaient partir, c'est ceux qui avaient des situations médicales à part ou certaines situations humanitaires. Mais c'était les Français de passage qui avaient besoin d'accompagnement, nos amis, nos familles, nos proches. Juste une petite parenthèse, ils avaient les moyens de vous contacter directement, on va dire les Français, les touristes français. Je vais y revenir, bien entendu. La première préoccupation, nous, on ouvre immédiatement des cellules de crise, dans ces cas-là, avec une réponse téléphonique. Comme en octobre, on ne tient que quelques heures. Vu la masse de la communauté, vu le nombre de Français de passage, même avec 5, 6 personnes, 7 personnes, 10 personnes qui répondent au téléphone, on ne peut pas répondre. Donc dans ce cas-là, c'est immédiatement Paris, le centre de crise, qui accepte de prendre le relais. Et c'est quelque chose qui se voit pas, mais derrière les rideaux, je me suis aperçu, même moi juste hier, c'était plusieurs centaines de personnes mobilisées 24/24 à Paris et à Nantes. Toutes les directions du ministère étaient là, et c'était quelque chose de très beau, très républicain, pour répondre à nos Français. Et il y a eu, je crois, jusqu'à 300 volontaires qui se sont relayés, près
près de 5000 appels, excusez-moi, près de 2700 appels qui ont été traités. Parfois, ça fonctionnait très très bien en direct. Parfois, c'était long. Il y a eu des journées avec des pics d'appels extrêmement forts où il fallait attendre près une heure et demie. Mais ils essayaient de ne louper aucun appel et rappeler les Français qui n'avaient pas pu avoir au téléphone. Donc, il y a un aspect de solidarité, de fraternité républicaine qui s'est pas vu, mais qui était extrêmement fort. Et j'ai vu qu'ils avaient eu au sein du ministère des Affaires étrangères, à Nantes comme à Paris, beaucoup de plaisir à aider notre communauté. Ils avaient eu cette impression d'utilité qui est fait ce pourquoi nous on va au travail tous les matins. Comment on pouvait savoir, par exemple, connaître le téléphone, le téléphone d'urgence, donc du consulat, par exemple, pour être en contact? Alors, c'était sur nos réseaux sociaux plusieurs fois par jour et sur notre site internet constamment. Donc, ce travail-là, ça n'a pas été un souci. Le souci a été parfois d'atteindre la cellule de crise. Certains jours, ça a pris près d'une heure. Il fallait être patient, alors qu'on vivait dans un contexte anxiogène. Hein. Il faut quand même penser à nos Français de passage, touristes, qui n'ont pas l'habitude de ce type d'alerte et on a vécu quand même 3-4 nuits très dures. Hein. Moi-même, mes collègues, je pense que vous avez ça autour de vous aussi. On arrivait le matin parfois avec des nuits où le bâtiment avait tremblé, les vitres étaient cassées, ça tremblait un petit peu de partout, y compris sur le plan humain et spirituel, donc il fallait tenir. Pour un Français de passage, c'était traumatisant. Donc moi, j'accompagne, je comprends cette inquiétude, cette peur parfois. Après, ce qui s'est passé rapidement... Alors, je veux revenir aux demandes, aux sollicitations d'évacuation, on va dire, de rapatriement en France, parce que elles ont dû certainement très rapidement se multiplier, puisque au début, on ne savait pas vers où on allait, mais au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, il y avait des besoins. Je suppose qu'il y a eu peut-être des dizaines, des centaines d'appels de gens qui voulaient rentrer en France. Tout à fait, j'allais y venir. En fin de compte, c'était 10 000 appels qu'il y a eu quand j'ai parlé de 2500. Et le chiffre de 2500, c'est le nombre de personnes qui, à un moment ou à un autre, ont demandé à rentrer en France. Là, ça a été complexe et pareil, on a essayé d'expliquer au fur et à mesure. Pour moi, idéalement, tout le monde partait rapidement par Ben Gourion. Faut savoir que les 10 premiers jours, tous les jours, on demandait 2-3 fois aux autorités israéliennes, est-il possible de déposer à titre exceptionnel et dérogatoire un avion militaire ou un avion civil affrété pour faire partie de notre communauté? Et les 10 premiers jours, la réponse était négative. Donc je comprenais l'angoisse, l'impatience des Français ou de certains de nos franco-israéliens de partir. C'était tout simplement interdit par les autorités israéliennes et par IDF les 10 premiers jours. Pour des raisons de sécurité, parce que Ben Gourion était une cible, premièrement, et secondement, parce que réunir même 20 ou 30 personnes à Ben Gourion, pour eux, c'était extrêmement dangereux. Il fallait avoir des équipes de leur part, et ils s'y refusaient. Donc le premier vol de retour vers la France, je crois que c'est les Allemands qui l'ont fait au bout de 10 jours, et nous, on a commencé nos rotations dès le lendemain. Alors, et il n'y avait pas une possibilité maritime ? Tous les jours, on l'a étudié également, bien entendu. Sachez bien que c'est des choses où on réfléchissait ici, avec l'ambassadeur à Paris, avec le ministre, avec le cabinet du ministre, avec les spécialistes du service de renseignement, des services militaires, du ministère de la Défense. On tournait ça dans tous les sens. Moi, je disais de façon un peu cynique, un bateau. On avait une pression très forte pour essayer de mettre en place un bateau parce que vu de Paris, ça semblait parfois une bonne idée. Nous, localement, nos interlocuteurs de police, comme de l'armée israélienne, comme nos propres spécialistes, nous disaient non, surtout pas. Dans le contexte actuel, un bateau rempli de Français et de franco-israéliens, pour un drone ou un missile iranien, c'est une cible évidente. Un bateau, c'est lent, c'est pas assez protégé, il y a un rassemblement avant dans le port. Donc on a travaillé constamment, on était prêts à fréter un bateau, mais ça nous a paru beaucoup trop dangereux pour notre communauté. Alors il y a parmi les critiques qui ont été émises une incapacité apparemment du consulat d'affréter, on va dire, des autobus aux frontières pour aller soit vers Amman en Jordanie, soit vers Aqaba, soit par Sharm el-Sheikh en Égypte. Qu'est-ce qu'il en est? Et c'est des interrogations pareil légitimes. Enfin, pour un Français inquiet, paniqué, qui veut partir, il espère avoir immédiatement un bus qui l'amène à la frontière. Même motif, 3, 4 fois, 5 fois par jour, on réfléchissait. Nos interlocuteurs de police et de défense israéliens nous disaient évitez les convois,
évitez les bus, faites-les partir par des petits taxis individuels qui ne soient pas en convoi. C'est la seule façon que ce ne soit pas une cible. Mais là, à partir du moment, pardon, à partir du moment où on est à la frontière et que l'on rentre dans le territoire soit jordanien, soit égyptien, on va dire que ces convois ne font pas l'objet d'une menace. Alors, il fallait, nous, de notre côté, c'est pour ça qu'on n'a pas pu mettre des bus ou des convois en place en Israël. Par contre, de l'autre côté, il y avait bien des équipes de nos ambassades en Jordanie et en Égypte qui étaient là, et je tiens à leur rendre hommage. Dans la mobilisation républicaine française, il y avait les équipes à Paris, à Nantes, par centaines que j'ai citées. On avait plusieurs dizaines d'agents au point frontière de l'Égypte et au point frontière de la Jordanie, qui étaient là chaque jour de 8 heures du matin à 6 heures le soir, avec des bus, pour amener à Sharm el-Sheikh et à Eilat. Et c'est une façon d'accueillir et d'accompagner nos compatriotes qui étaient inquiets parfois pour traverser ces pays. Alors au bout du compte, finalement, monsieur le consul, au bout du compte, combien y a-t-il de Français, de touristes ou de Franco-Israéliens qui ont profité de vos services à partir du moment où ça a été possible, en particulier donc avec des avions qui pouvaient atterrir à l'aéroport? Alors, on a des chiffres très partiels, donc je suis un peu prudent à ce stade-là. Nous, il y a eu 11 avions qui ont été mis en place, soit de Tel Aviv, soit de la Jordanie. On a eu environ un peu moins de 500, autour de 500 Français qui ont utilisé ces avions et qui ont pu repartir en France par cette voie-là. Nous avons accompagné, pareil, près de 500 Français du côté jordanien via nos bus pour aller à Amman et 250 du côté de l'Égypte. C'était un service payant? Alors, tous les bus étaient gratuits. Le service, par contre, pour les avions était payant. Il était de 300 €, comme ça s'est fait la dernière fois pour les Français durant le Covid, comme ça s'est fait pour les Français qui, par exemple, sont partis du Liban lors de la dernière crise, et comme l'ont fait l'ensemble de nos partenaires européens. Un coût d'un vol comme ça, c'est autour de 900 à 1000 €, d'après mes informations. Donc, il y a une partie qui est prise en charge par l'usager et une partie qui est en charge par le fruit de l'impôt et de l'État français. C'est comme ça que ça a été mis en place. Et tous nos partenaires européens, allemands, anglais, etc., ont tous mis en place ce système-là. Donc, pour résumer notre conversation, il n'y a pas eu, on va dire, de nonchalance, de désinvolture de la part des services consulaires envers les Franco-Israéliens ou les Français qui se trouvaient pendant la guerre en Israël. Plutôt... Après, en même temps, je comprends la perception. Quand on est paniqué, quand on a peur, ça fait partie des crises, ça fait partie de l'accompagnement. En octobre 2023, il y avait ce même sentiment qui était parfois exprimé. Ça, déjà, il faut l'entendre. J'y tiens. Le second point, c'est que je pense que vous connaissez très très bien la formidable équipe qui m'accompagne et la mobilisation de tous ceux au consulat général à l'ambassade. Jamais un franco-israélien ou un Français en Israël n'aurait été abandonné et tout le monde était mobilisé pour faire au mieux. Moi, j'ai trouvé même ça beau, la mobilisation parisienne et nantaise, que dans le feu de l'action, on n'a pas dormi pendant ces 3 semaines. J'avais un petit peu sous-estimé. Donc là-dessus, tout a été fait au mieux dans des conditions extrêmement difficiles. Après, il y a toujours un travail d'accompagnement à faire. Sur le plan, on a accompagné des dizaines de personnes qui avaient perdu leur logement avec nos associations auxquelles je tiens à rendre hommage pour leur retrouver un plan B, pour pouvoir dormir en famille. Beaucoup d'aide sociale, beaucoup d'aide psychologique. Je rends hommage aussi à nos consuls honoraires et à nos élus, que ce soit nos conseillers des Français de l'étranger, la députée. Ils étaient là avec nous chaque jour pour nous signaler des cas, pour qu'on les aide tous ensemble, pour qu'on trouve des solutions. On a un côté, les Français, souvent un peu, on sait se diviser, on ne sait pas toujours travailler en groupe et en meute. Et moi, je vous promets que de ce que j'ai vu de mon côté, les équipes à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, les élus, les associations, les relais, nos chefs d'îlot qui informaient l'ensemble de notre communauté, on a tous fait ensemble mobiliser 20 heures à 24 heures par jour de façon exemplaire. Et après, j'ai envie de dire, si vous permettez juste une petite pensée, c'est aussi la beauté. J'ai dit souvent que j'ai une des plus belles communautés françaises à l'étranger, et je le pense au fond du cœur. Il y a deux autres choses que je voulais dire. La première, c'est que c'est une communauté, c'est normal, qui a besoin d'une écoute, d'un soutien
et d'être rassuré de façon complémentaire, vu le rapport à l'histoire, vu le rapport à la République, quelles que soient les origines, il y a besoin de cette écoute et de ce soutien complémentaire. Donc nous, c'est un cadeau de pouvoir apporter ça à la communauté, et il faut l'entendre, il faut l'accompagner, il faut être là dans ces moments-là tous ensemble. On essaye de le faire au mieux. Et après, quand on est français et israélien, quelque part, j'ai envie de dire, on sait doublement parfois contester ou râler un petit peu. Je vois ça avec tendresse. Quand on est français, on a ça en soi. On a cette culture de la critique et de l'opposition qui nous fait. Et je crois qu'en Israël, il y a aussi, je dis souvent en rigolant, pendant les mouvements qu'il y a eu en Israël depuis 2 ans, quand je regardais les images, soit des barricades, soit des manifestations, c'était toujours rempli de franco-israéliens, parce qu'il y a cette double culture de la contestation qui nous rassemble et qui nous fait hors du commun en Israël. Eh bien, monsieur le consul, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir clarifié ces points importants. Après, on va dire une décompression. On comprend bien que ces semaines ont été extrêmement tendues pour l'ensemble du corps consulaire. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne continuation, et on espère bien entendu, on est certain que les leçons seront tirées. Peut-être là où il n'y a pas eu peut-être entière satisfaction, eh bien les leçons seront tirées pour la suite, en tout cas, en espérant que ce genre d'événement ne se reproduise pas de sitôt. On va aller dormir un petit peu, se reposer, reprendre des forces, et merci pour votre accueil. À bientôt. À bientôt.